Bienvenue, rocheux, rocheuses, précieux auditeurs, précieuses auditrices, à mon émission Le Rock Show. Je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. Pourquoi j'ai choisi d'endosser une figure mythologique aussi menaçante, me direz-vous? Tout a commencé avec un commentaire de mon oncle Jean-Pierre qui m'a décrit avec cette épithète farfelue. À noter, important, j'ai de nombreux oncles de légende dont la culture générale est, ma foi, sans limite, et ça attise mon inspiration. Donc, j'ai décidé de me l'approprier, cette épithète, et j'ai décidé aussi que ça m'allait bien. Donc, j'ai beaucoup de cheveux indisciplinés, dont je suis un peu obsédée, en tout cas. Et j'ai un regard, semble-t-il, qui est perçant. Et j'aime à croire que ma voix, mes histoires et surtout mes mots captivent. Donc, à défaut de vous transformer en roche, de vous pétrifier, je vais vous en parler. Je vais vous raconter des histoires de roches. Je vais vous raconter des contes géologiques, mais aussi des contes géographiques. Les roches sont jamais loin. Garnottes ou croûte terrestre, finalement, on est dans la roche. Je vous offre ces mots-là avec mon âme, avec mon cœur et mes erreurs techniques et tous les bruits ambiants de mon manque d'équipement et d'expérience. Parce que, pourquoi je fais ça? Parce que les roches ont toujours été intimement liées à ma vie. Mon père s'appelle Pierre. J'ai grandi à Pierrefonds, sur la rue Pierre-Lauzon. Je viens de me rendre compte aussi que mon oncle Jean-Pierre comme donné l'idée de mon nom. Donc, c'est pour dire que j'étais prédestinée aux roches. J'ai aussi accumulé un savoir assez grand, je pense, pour pouvoir le transmettre en toute humilité, là. Mais quand même. Donc, en fait, je souhaite le plus ardemment possible vous transmettre ma passion des pierres. Les pierres, ça raconte l'histoire du monde, de la Terre, de l'univers. C'est les plus vieux objets que l'on puisse trouver. Ces objets-là transportent une beauté et un mystère qui, moi, me renverse. Je suis une poète avant tout, mais je suis aussi une récolteuse d'informations compulsives. Je suis une raconteuse labyrinthique, une archéologue amateur, une astronome amateur, une géographe amateur, une bryophyte amateur, une mycologue amateur, une entomologiste amateur et une herboriste. Mais là, je suis pas amateur. Donc, j'ai décidé de vous offrir tout le savoir que j'ai accumulé au fil des années, mélangé à la poésie. C'est à peu près ça. On peut voir les roches, les minéraux, les gemmes, les cristaux de façon purement minéralogique. Alors là, on touche au spectre de la science, à la structure des atomes, des clivages, des échelles de mots, à leurs propriétés chimiques. On les regarde, on les observe, essentiellement dans une optique de nomenclature, avec nos yeux, avec un microscope. On les classe, on les nomme, on les catégorise. On peut les aborder aussi d'une façon ésotérique. Là, on touche à leur énergie, à leurs bénéfices dans la dimension très subtile de la guérison. Moi, j'ajoute à tout ça la dimension poétique. Cette dimension-là vient embrasser le symbole, l'évocation, l'émotion, la pareidolie, la beauté, pour en faire un objet de vie, un bijou de vie. Ben, surtout un objet de vie, parce que dans la mesure où ceux qui aiment les roches en ont toujours qui traînent un peu partout, il y en a toujours quelque part dans leur maison. Bref, chez nous, il y en a dans toutes les pièces, je pense. Ma vision, elle englobe les deux dimensions de la pierre. Les deux dimensions me fascinent. Les deux dimensions méritent qu'on les mélange, du moins dans ma vie. Parce que c'est comme ça, par le choc des idées, que pour moi, la poésie s'installe, que le conte s'installe, que le symbole explose. Ouais. Tu sais, la beauté des minéraux fascine, et ce, depuis des millénaires.
Ça me laisse sans voix. Euh, voilà. Alors, l'idée de la gorgone, ça m'est venu par la haute joaillerie. Très précisément, avec la créatrice québécoise EDN. Vous irez voir ce qu'elle fait. Moi, je trouve ça absolument magnifique, magique, exceptionnel, extraordinaire. Je suis fan. Son histoire est aussi assez spectaculaire, assez intéressante, spectaculaire. Là. C'est quelque chose, tout un parcours. Cette femme que j'ai rencontrée en personne, j'étais très contente, à l'exposition qu'elle a faite à Montréal, qui était la seule exposition qu'elle a faite au Québec avec ses créations, puisqu'elle est extrêmement connue ailleurs. Elle vit surtout en France, donc elle est très, 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 très connue en France. Ici, pratiquement pas. Donc, j'étais très contente de la rencontrer. Et cette femme travaille beaucoup avec les contes, mais surtout avec la symbolique. Tous ces bijoux sont porteurs d'histoire. C'est fascinant. Puis durant l'exposition, on était comme dans un local tout noir, dans l'obscurité, et on avait des lampes de poche pour voir dans les petits cubicules de verre là, les œuvres d'art. Donc, c'était juste là, l'ambiance était assez exceptionnelle. Et la guide nous racontait l'histoire de chaque bijou. Tu sais, donc, c'est extraordinaire. Là. Cette rencontre avec cette femme-là qui crée des objets symboliques, ça, c'est venu mettre le feu dans mon âme. C'est la première étincelle. Ensuite, ma réflexion, elle a continué à tracer son chemin dans mon labyrinthe cérébral. Et je me suis dit dans le domaine très respectable de cet artisanat de haut niveau qu'est la haute joaillerie, on travaille avec des pierres tellement rares et exceptionnelles qu'on leur donne des noms. On les nomme, on leur accorde donc une identité. Donc, nommer les choses, c'est une réaction d'anthropomorphisme. Attribuer un prénom à un diamant, ça lui donne tout à coup des émotions, des intentions, bienveillantes ou malveillantes. La roche aime son propriétaire ou elle jure sa perte. Bon, en général, elle jure sa perte, là, parce qu'il y a des objets de pouvoir, c'est rarement léger. Elle a automatiquement une histoire, en tout cas. Elle est plus anonyme. Même si dans le cas d'un diamant, par exemple, elle est juste un morceau de carbone chanceux ou c'est une émeraude, un rubis qui est finalement, ou un émeraude, un rubis, un saphir, ben c'est finalement juste un béryl avec des cochonneries, tu sais. Donc, tu nommes une roche, tu nommes un diamant, tu nommes, peu importe, il va devenir un objet de vie, un objet précieux, un objet poème, un objet conte. Je peux en nommer le Koh-i-Noor, le Collignan, le Hope, l'Orloff, l'émeraude Isabella. Toutes ces gemmes-là sont porteuses d'histoire. Elles sont évocatrices. Elles stimulent l'imagination. Vous irez voir là, l'information à leur sujet est quand même très facile à trouver. Et c'est des heures et des heures de plaisir et d'imagination, justement. Là. Donc, à défaut de pouvoir posséder de la haute joaillerie, objet magique complètement hors de prix et inaccessible. D'ailleurs, je me permets de faire une parenthèse à ce sujet, que même si j'en avais l'occasion, les moyens et la vie, je ne posséderais probablement pas de haute joaillerie. Parce que éthiquement, bon, les pierres précieuses, c'est un gouffre de droits humains dans la plupart des cas. C'est épouvantable. Puis d'ailleurs, même les pierres les plus anodines vont être recueillies dans des conditions de travail épouvantables. Donc, moi, j'aime les pierres démocratiques. T'sais, ou du moins le plus possible. Les plus communes sont les bienvenues. La rareté m'importe peu. La convoitise m'importe peu à ce sujet. T'sais. La rareté, c'est pas important. Ce qui m'intéresse, dans mon cas, c'est vraiment le potentiel symbolique. Donc, inévitablement, leur potentiel poétique et leur beauté, bien évidemment. Et bref, à défaut de pouvoir posséder des pierres prestigieuses, porteurs d'histoire et surtout de pouvoir, je me suis dit dans mon petit Montréal que les pierres que j'allais tailler, les cabochons que j'allais polir avec ma grande roue rugueuse, allaient porter un prénom et un nom de famille. Pourquoi? Pour que le vulgaire, le populaire, puisse avoir son histoire, son éternité.
lui aussi y a droit. J'aime à penser comme mes ancêtres, préhistoriques, paléolithiques, antiques, alouettes, là, qui ont attribué un pouvoir magique aux objets. Moi, j'aime bien penser de cette façon primitive, tu sais. Attribuer un pouvoir magique à un objet, c'est lui transférer des symboles, des affects, des intentions, bonnes ou mauvaises, là, dépendant des cas. C'est une façon aussi de respecter l'objet que de lui attribuer un pouvoir. D'ailleurs, notre rapport aux objets est particulièrement tordu. T'sais. Il a perdu de sa sacralité. Les objets, maintenant, sont génériques, sont produits en chaîne, sont impersonnels. On les accumule souvent de façon compulsive ou impulsive, sans réfléchir. Et maintenant, la mode, en plus, est à l'épuration. Donc, on nous somme de nous débarrasser des objets superflus. Donc, c'est dire à quel point les objets dans nos vies, ils sont pas sacrés, là. T'sais, donc, pour moi, ça revient à dire que les objets ils ont perdu leur valeur magique. Le potentiel de transmission, de passation, ben, ce potentiel-là, il s'exprime par la symbolique qu'on lui accorde. T'sais. Donc, Gorgone B, moi, je veux créer des bijoux, bon, accessibles d'une part. J'ai pas le goût qu'on hypothèque notre maison pour acheter un bijou. Magique, poétique, porteur d'histoire et simple. T'sais. Les mots vont perdurer après. Le conte, toute la structure de la création perdure, même quand l'objet appartient à quelqu'un en plus. Donc, pour moi, c'est important que les mots aient une résonance, que je puisse rejoindre le plus de monde avec les mots porteurs d'histoire et de symboles. L'objet est finalement un prétexte, là. Mais en même temps, ces mots-là vont inscrire le sacré dans l'objet. Quand le lapidaire taille un cabochon, il travaille des heures et des heures. Vraiment. Il passe par tout un processus, là, par une technique qui demande une très, très grande patience. C'est une répétition de gestes. C'est une précision du geste. Répété des milliers de fois. C'est long en tabarouette. Donc, parfois, je dirais même que c'en est fastidieux, là. Surtout quand on apprend, puis comme, tu sais, qu'on fait des erreurs, puis Dieu sait que j'en ai fait beaucoup, puis j'en fais encore. Tu sais, des fois, j'ai à recommencer complètement le processus parce que j'ai fait une erreur à une étape, puis c'est tout à recommencer, fait que c'est des milliers de gestes répétés. Moi, je le vois vraiment comme une naissance, parce qu'il faut à un moment donné dire, OK, là, ça suffit, j'ai fini. Mais tu sais, on pourrait comme continuer des heures, des jours et des jours et des jours et peaufiner jusqu'à l'écœurement total. Donc, à un moment donné, il faut stipuler, bon là, j'ai fini. Puis là, quand on a fini, on est épuisé, mais on est fier. Donc, on la présente au monde. Moi, je fais une naissance, je fais comme, oh, regardez ma pierre. Puis je vais la promener dans l'atelier, tu sais. Donc, c'est ça. Alors, c'est un chemin qu'on a parcouru ensemble, finalement. T'sais, on l'a observé, on l'a touché, on l'a soupesé, on l'a raffiné encore et encore et encore, et le geste se raffine et tout ça. Donc, dans mon cas, le nom de la pierre arrive dans mon oreille quand, à travers cette répétition de gestes, cette transe ou cette méditation du geste, finalement. Sa couleur, sa forme, ses images, les symboles que j'y vois, ils vont m'évoquer un prénom. Puis ce prénom-là, il n'est jamais banal. Il est toujours porteur d'une symbolique que j'essaie qu'elle soit la plus juste, la plus puissante que je puisse trouver pour décrire le grand voyage intérieur que j'ai vécu en la taillant. C'est presque un pèlerinage, là. en lui donnant une forme, en la polissant, pour qu'on puisse, observer et puis admirer toute la beauté de cet objet. Puis le nom de famille, ça, c'est une coquetterie parce que ça rime puis parce que j'aime ça faire des petites jokes. Donc, ça descend aussi. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça descend les archétypes, les déesses ou les nymphes que je vais choisir ou les dieux parfois. Ça arrive que je vais nommer des pierres parce que j'y trouve masculines. Je vais les inscrire dans le quotidien. Je les inscris dans le paysage québécois. Je les descends sur terre, je les installe dans le quotidien. C'est important pour moi d'installer le sacré dans le quotidien. Ça démocratise le sacré.
Donc, tu sais, en fait, ça les inscrit quasiment dans la géographie, dans l'arbre généalogique, tu sais. C'est comme une petite joke généalogique, finalement. Tu sais, la pierre, elle me le dit, tu sais, qui elle veut être, comment elle veut être nommée. Ben, je l'écoute. Tu sais, qu'est-ce qu'elle veut transporter comme symbolique. Tu sais, moi, je dis que je travaille avec les ancêtres. Les pierres, c'est les plus vieux objets qui existent. Les corps rocheux forment les plus vieux corps célestes, si on veut. Les roches, c'est les ancêtres de l'univers. T'as pas plus vieux que ça. J'ai cherché, j'ai pas trouvé plus vieux. Bref, le rock show, c'est ça. Là, pour l'instant, ce que vous avez entendu, c'est une introduction à l'univers dans laquelle je veux plonger avec vous. C'est comme de l'apnée en gang. Donc, si vous avez le goût d'entrer dans l'imagination, dans la faculté presque infinie que possède notre esprit de créer des symboles avec des formes abstraites ou des bruits de tondeuse à gazon derrière moi, si vous avez le goût d'entendre des histoires, de plonger avec moi dans mes recherches, si vous avez le goût qu'on souffle ensemble sur des symboles pour qu'ils s'activent, suivez-moi. Ça va me faire un immense plaisir de vous inviter sur mon île, l'instant d'une réflexion poético-mystico-géologico-géographique, tu sais. Donc, bienvenue chez moi, sur mon île. J'espère vous voir semaine après semaine. J'espère vous y rencontrer souvent. J'espère toucher le plus de cœurs possible, le plus d'âmes possible, le plus de passionnés possible, pour qu'ensemble, on puisse tisser toute une toile d'émerveillement. C'est ça que je veux, créer de l'émerveillement. Parce que pour moi, l'émerveillement, c'est un moteur puissant pour approfondir la vie. Donc, merci, auditeurs, auditrices, rocheux, rocheuses, à un prochain rock show.